Mesdames et messieurs, bienvenue. Le premier tour de la présidentielle malienne le 7 juillet prochain, l'investiture du capitaine Amadou Aya Sanogo comme président du comité militaire de réforme et de suivi des forces de défense et de sécurité, la démission annoncée du pape Benoît XVI, les 2 ans de la révolution libyenne, telles seront les principales articulations de ce débat du dimanche avec nos invités Adam Cham du journal Le Républicain, Mahamadou Kamara du journal du Mali.com, Bindi Anani Rabir, Canal 2 Cameroun et Alexis Calambri du journal Les Échos. Les Maliens iront aux urnes le 7 juillet prochain pour la présidentielle. L'annonce a été faite en début de semaine par le ministre de l'administration territoriale, le colonel Moussa Sinko Koulibaly, que nous écoutons ici. Les élections que nous devons organiser doivent nous permettre de reconstruire le tissu social qui a été brisé, qui a été malmené pendant l'année 2012. Essayer de contribuer à trouver des solutions à toutes ces difficultés que nous avons. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons organiser les élections sur l'ensemble du territoire pour permettre de ressouder les esprits, de ressouder les cœurs, de permettre au Mali de rester un et indivisible. Voilà Mahamadou Kamara, la présidentielle malienne en juillet, c'est dans 4-5 mois. On ne va pas se demander si c'est faisable puisque c'est déjà parti, on est déjà parti. Elle vous inspire quoi la proposition? Bon, je pense que les choses vont dans le bon sens. Depuis longtemps, certains ont laissé entendre qu'il fallait un pouvoir légitime pour régler de manière durable les problèmes que vit le Mali. Et on a vu qu'effectivement, pendant une transition, c'est difficile de mettre en œuvre les grands chantiers, notamment pour le développement, mais également la réforme, la reconstruction de l'État, la réforme de l'armée, qui peuvent être mises en œuvre par un pouvoir légitime car élu. Donc il était temps qu'on aille à ces élections. Je crois que la date du 7 juillet, selon la plupart des observateurs, est jouable, en tout cas pour l'élection présidentielle. Donc ça va dans le bon sens. Espérons que les uns et les autres puissent se mettre ensemble pour que réellement le processus électoral, notamment la révision du fichier électoral, permette le premier tour de la présidentielle le 7 juillet. Alexis, c'est dit qu'il y a tellement de préalables parce que il faut la révision du fichier. Enfin, on est maintenant d'accord sur le fichier, mais le ministre l'a dit tout de suite, il y a le retour des déplacés, des réfugiés, il y a à mettre en place le budget qui est quand même faramineux. Donc je pense qu'il y a tellement de préalables que ce serait souhaitable que ça ait lieu, et le fait d'avoir déjà une date jusqu'à présent que je crois indicative est déjà bien, mais je doute sincèrement. Ça peut se faire en juillet, août ou septembre, mais le 7 ça me paraît très juste. Ok. Bindi, je sais que vous observez l'actualité politique africaine, internationale. Vous suivez ce qui se passe au Mali. Elle vous inspire quoi, cette situation, ces propositions-là? Vous savez, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs d'Africable. Ça m'inspire beaucoup de choses, mais je crois que ce qui nous caractérise, c'est que nous voulons toujours faire le consensus. Or, en démocratie, le consensus n'est pas démocratique. Et j'ai vu le ministre, le secrétaire général de la présidence hier, dire que ce qui a caractérisé le Mali jusqu'à présent, c'était qu'on faisait l'unanimisme et on appelait ça consensus. Je crois que c'est un des problèmes. Moi, je crois que nos amis qui nous demandent de faire les élections tout de suite devrait tenir compte de beaucoup de choses. Si la situation est stabilisée au Nord Mali d'ici quelque temps, je crois que la date est possible, les élections sont possibles, surtout que ce qui caractérise les Maliens, c'est ce qu'on appelle la volonté. Okay. Et vous êtes toujours volontaire, quand vous dites que vous voulez faire quelque chose, donc je souhaite que ça arrive. Mais je suis quand même un peu dubitatif. Oui, on a l'habitude de dire impossible n'est pas malien, Adam Cham. Oui, c'est-à-dire le document sur lequel le Conseil des ministres a planché retenait décembre pour la date des élections. C'est donc le gouvernement, sous l'impulsion du président, qui a ramené ça à juillet. C'est très bon signe.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de défis pour arriver à tenir les élections dans ces eaux-là. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la possibilité de faire les élections au nord, soit avec les réfugiés recensés là où ils sont, donc avant le rapatriement, soit recensés une fois rapatriés sur les sites. Et puis il y a toute la pacification du Nord à faire. Parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est que dans les grandes villes, ça va, mais il suffit de sortir un peu de Gao pour remarquer effectivement que la stabilité n'est pas totalement de retour. Okay, c'est pour ça qu'il disait qu'il y a trop de préalables. C'est justement donc la question à poser à Adam par rapport à ça, c'est de savoir s'ils ont ramené la date juste pour faire plaisir aux bailleurs de fonds partenaires qui veulent être rassurés, ou s'ils ont vraiment des éléments tangibles qui leur permettent de soutenir ça. Peut-être si le ministre le dit, si le président le propose, c'est peut-être vraiment en connaissance de cause, quoi. Je me dis, peut-être le gouvernement est sûr qu'on peut tenir l'élection à cette date-là. Il ne faut pas évacuer la question. Tous les bailleurs sont d'accord qu'il faut un pouvoir légitime pour conduire effectivement le Mali d'après la transition. Le président de la République est d'accord, le Premier ministre est d'accord. Et c'est ça, c'est-à-dire il a fallu un certain nombre de compromis et ils ont pensé effectivement que juillet était possible, mais au-delà de la communauté internationale, en dehors de la communauté internationale, du président et du Premier ministre, il y a quand même beaucoup de corps de la société civile qui se sont aussi exprimés pour des élections plus tôt que tard, et nous savons que certains politiques aussi qui comptent penchaient plutôt pour des élections pendant l'hivernage plutôt qu'en décembre. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un chronogramme de redéploiement de l'administration, de retour des déplacés, ou bien voir si le matériel électoral va être acheminé au niveau des déplacés? C'est des questions quand même importantes, pertinentes. Le redéploiement de l'administration dans les zones du Nord et puis le retour des déplacés. Je pense que tout ça est inclus dans la feuille de route qui a été votée par le Parlement à l'unanimité et qui, pour moi, est le symbole d'un retour de la volonté politique. Pendant ces 10-11 mois de transition, on a manqué de volonté politique. C'était une transition chaotique jusqu'à il y a quelques semaines. Aujourd'hui, cette volonté politique existe. Elle permet de faire revenir les bailleurs de fonds, aussi bien la coopération civile que militaire, et donc un appui à l'administration malienne pour justement accélérer le processus électoral pour que les élections aient lieu le plus vite possible. Mais sur le point justement de ces élections, on prévoit un couplage. Il est prévu que le premier tour de la présidentielle ait lieu le 7 juillet et que le second tour ait lieu 15 jours plus tard, en même temps que le premier tour des législatives. Ouais. Donc peut-être qu'il y a une marge de discussion à ce niveau-là pour que les législatives, elles, soient décalées après l'hivernage, à savoir octobre-novembre, pour qu'il y ait moins de confusion au niveau de la présidentielle et qu'on ait justement plus de temps pour faire en sorte que l'administration revienne sur place et que les compatriotes réfugiés puissent revenir dans leur localité d'origine. Ok, Bindi, qui voulait ajouter quelque chose? Moi, je suis un peu mal placé parce que je ne connais pas la région du Nord. Je parle là en tant que profane, c'est-à-dire quelqu'un qui ne maîtrise pas. Et je crois que c'est tout à fait normal. J'ai dit la seule chose qui m'inquiétait, mais les uns et les autres, que ce soit Adam, que ce soit Kama, qui ont la maîtrise, pas la maîtrise, c'est-à-dire qui connaissent bien le pays. Je me suis tué et j'ai vu comment ils ont l'air de trouver que la date est possible. Moi, je crois donc, dès cet instant, la seule préoccupation qui me faisait peur, c'est que, est-ce que la situation au Nord sera stabilisée? Or, suivant les explications que les uns et les autres donnent, on est en train de partir pour la stabilisation. Et je crois que dès cet instant, pourquoi traîner encore? Il vaut mieux faire les élections. Tout à fait. Pourquoi traîner encore? Puisque peut-être, hormis cette seule inquiétude, les principaux états-majors politiques étaient déjà en position de campagne par rapport au 29 avril. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, Alexis. Non, à mon avis, la gageure, c'est vraiment au niveau du retour de l'administration
dans les zones du Nord. C'est-à-dire, les hommes peuvent être rapidement sur place, mais il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'instruments de travail. Donc, je pense qu'au niveau de la classe politique, il y a certains qui auront à rébelloter. Si je prends le cas de la demande, qui va devoir se trouver un candidat, il y a d'autres qui avaient suffisamment engagé de fonds, peut-être qui n'auront plus les moyens de mobiliser. En tout état de cause, je pense que tout est remis à plat et, à mon avis, ça va, la gageure, encore une fois, ce sera au niveau de la remobilisation de l'administration nord. J'ajoute que quelqu'un me disait tout à l'heure, ce que je ne connaissais pas, que la première ville en population du Mali, c'est Sikasso. Je crois, c'est la région de Sikasso. Et la deuxième, c'est Gao. Je crois que Ségou est Ségou. Donc je me disais, s'il y avait autant de monde, si on peut ramener tous ces gens à temps, ou alors j'ai entendu hier le ministre de l'AT qui disait au forum, avant-hier, qu'on est en train de voir si on va aller faire participer les déplacés dans les lieux où ils se trouvent. Or, je connais mieux la Côte d'Ivoire parce que j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, la colonie malienne est très très organisée et que là, on peut vraiment les recenser et faire des élections. Ailleurs, si c'est comme ça, je crois qu'il y a beaucoup de chances que ça se passe. D'accord. Il y a un autre questionnement par rapport à ce scrutin, c'est est-ce qu'il faut restructurer l'ancienne CENI ou bien recomposer, éclater la CENI, reconfigurer carrément? Cette question-là aussi se pose, Camara. Bon, moi je pense qu'effectivement il y a un questionnement sur les organes qui accompagnent le processus électoral, aussi bien la CENI que la Délégation générale aux élections, DGE. Cela dit, je ne pense pas que ce soit dans cette phase de transition, avant des élections aussi cruciales pour le Mali, qu'il faille tout chambouler. Je préfère qu'on aille aux élections avec les instruments qu'on a à disposition, en sécurisant au maximum le fichier électoral pour que les fraudes soient le plus limitées possible. Donc si on va vers la biométrie, c'est tant mieux, et qu'après ça, après qu'il y ait un nouveau pouvoir élu, on réfléchisse à nouveau sur la manière de continuer à améliorer les processus électoraux au Mali, notamment à travers les organes qui les chapeautent. Est-ce qu'on garde une DG ou pas? Est-ce que la CENI, on la conserve? Sous quelle forme, etc. Ce sont des questions qui, à mon avis, viendront après. Adam, sur la question. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais il faut dire que la commission d'Aba avait planché sur la question et avait préconisé la mise en place d'une sorte de guichet unique des élections à travers l'agent général des élections. C'est très bien, ça permet de faire une véritable économie d'échelle, ça permet de professionnaliser toute la filière de l'élection, mais comme Camara le dit, je me demande si le temps existe pour faire ça. Et je crois que les élections, nous allons aux élections simplement pour pouvoir avoir un régime élu capable de faire les réformes attendues tant sur le plan institutionnel que de s'attaquer à la reconstruction, à la pacification, à la reconstruction du Nord. Ok. Nous restons toujours au Mali. Deuxième point de cette émission, le capitaine Amadou Aya Sanogo, investi président du comité militaire de réforme et de suivi des forces de défense et de sécurité. C'était lors d'une cérémonie au palais de Koulouba pour le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Il ne s'agit pas d'un prolongement du CNRDRE, l'ex-junte, le professeur Dioncounda Traoré que nous écoutons. Ce comité n'est pas issu du coup d'État du 22 mars. Ce comité, vous l'apprendrez peut-être un peu plus tard, est constitué de militaires, est constitué également de civils. Donc ce sera une sorte de laboratoire qui va être là au chevet de l'armée malienne. Ce comité n'est pas un prolongement du CNRDRE. Ce n'est pas non plus une réactivation du CNRDRE. C'est une nouvelle structure. Le président du comité militaire de réforme lui rassure, le capitaine Amadou Aya Sanogo affirme ne pas aller au-delà de la période de transition. Nous l'écoutons. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, que quant à ma personne physique, je ne souhaiterais pas passer un seul instant à la tête de l'entité après cette période de transition au cours de laquelle j'aurais eu le privilège de la conduire sous vos ordres et à vos côtés. Alexis, le président Dioncounda a beau le dire, c'est pas un prolongement du CNRD, mais le capitaine Sanogo quand même, c'est l'ancien président du CNRD et on a du mal à pouvoir faire le distinguo
entre les deux personnalités. Non, mais il faut reconnaître au capitaine Boli quand même un fait. Capitaine Sanogo. Au capitaine Sanogo, le fait que à chaque fois qu'il parle, il fait des efforts pour reconnaître la primauté du chef de l'État. Et ce qu'il faut retenir de son intervention, c'est que, premièrement, il dit qu'il n'a aucune ambition politique. Et deuxièmement, sa mission s'arrête avec la transition. Donc, à la limite, ça facilite la tâche du pouvoir qui va venir. Et l'autre aspect, voilà, disons, le comité est maintenant fonctionnel, sorti de Kati. Voilà. Ok, Bindi. Hier, avant-hier plutôt au forum, il y a quelqu'un qui avait demandé au ministre de l'ART si tout le monde peut aller aux élections, une dame. Et d'une manière très vicieuse, le ministre lui avait répondu que ceux de la transition, et il a dit le capitaine Sanogo ne sera pas candidat. Hein, c'est vrai. Il a dit le capitaine Sanogo ne sera pas candidat. C'est intéressant. Mais vous savez, le capitaine Sanogo le dit, et comme vous dites si bien, il fait tout pour se montrer correct vis-à-vis du pouvoir civil. Oui, du pouvoir civil. Et il dit que ça n'ira pas au-delà de la transition. Il aura fini de faire cette réforme de l'armée jusqu'à la transition, et s'il n'a pas terminé la réforme. Okay. Cette réforme dont on va parler avec peut-être les bérets rouges, mais déjà, Camara, vous, par rapport à cette investiture, est-ce qu'on peut dire que Sanogo is back? Est-ce que c'est un retour? Moi, je pense que c'est l'inverse. Is off? Is off. Définitivement, je ne sais pas, mais pour l'instant, je pense qu'il est off. Beaucoup ont vu en cette cérémonie une manière de le remettre sur le devant de la scène. Il faut rappeler que le comité en question a été initié il y a plus de 6 mois. Le capitaine Sanogo nommé à sa tête il y a plus de 6 mois. Il s'est lui-même d'ailleurs présenté comme tel avant même que le décret le nommant ait été publié, voire même signé. Donc ça n'est pas une remise en scène. À mon avis, c'est une manière de le faire sortir. Il s'est présenté lui-même avant que le décret ne soit signé. Absolument, c'est ce que je... C'est quand même... Tout à fait, mais c'était un autre temps. Il a perdu beaucoup d'influence. La junte en général, l'ex-junte a perdu beaucoup d'influence depuis le début des opérations militaires de reconquête du Nord. Et je crois que c'est une manière de le faire sortir par l'eau. C'est une manière de clore cette période où la junte était surpuissante, où il y avait une chaîne de commandement qui n'était pas du tout respectée. Aujourd'hui, il l'a dit encore une fois de manière très claire, il s'inscrit sous l'autorité du ministre de la Défense et du chef suprême des armées, qui est le président de la République. Adam Thiam. Peut-être la passion que soulève ce que vous appelez l'investiture, mais que, par exemple, qui est normalement la mise en place officielle du comité militaire de réforme de suivi de l'armée, c'est que ça survient 6 mois. Investi président du voilà, c'est que ça survient 6 mois trop tard, à mon avis, parce qu'il était déjà nommé par décret, Sanogo, comme président de ce comité. Ce comité lui-même est l'émanation de l'accord cadre, et on a beau dire l'accord cadre est le document qui a permis vraiment les progrès les plus rapides en avril, y compris l'installation du président constitutionnel, donc qui est Dioncounda Traoré. Et donc, à mon avis, c'est une déclinaison de l'accord cadre qui crée le comité de réforme. Toute la question c'est, est-ce que c'est le capitaine Sanogo qu'il fallait nommer à la tête de ce comité? Je pense qu'il a fallu faire des compromis, comme on a fait à tout le monde. Et puis, je voulais dire que ce comité, quand même, relève du président de la République. Hein. Ce n'est pas un comité autonome. Il relève du président de la République. Et toute la question est de savoir si, comme l'autre l'a dit, est-ce que ça relance le capitaine Sanogo, ou bien est-ce que ça consacre, à mon avis, le démantèlement du CNRD-RE? Je pense que c'est ça que ça consacre. Le capitaine Sanogo sait depuis le 11 janvier que les données ont changé au Mali. Ok, ça vient quand même en retard, comme vous l'avez dit, 6 mois après. Alexis, certains ont parlé de prime au coup d'État, de blanchiment de coup d'État. Non, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas... C'est un peu trop sévère? Non, c'est très sévère à mon avis. C'est-à-dire, on ne peut pas nier les faits qui sont survenus au Mali au mois de mars.
on ne peut pas nier également tous les efforts qui ont abouti, comme disait Adam, à l'accord cadre. Donc, à la limite, c'est une réalité avec laquelle il fallait faire et il fallait manœuvrer pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Donc, tout ça mis bout à bout permet de comprendre ex nihilo. On se demanderait pourquoi tout ça, mais vraiment tout ça mis bout à bout permet de comprendre, d'expliquer et de justifier le fait que le comité militaire, disons le comité de réforme de l'armée, soit présidé par le capitaine Aya et que ça soit ainsi. À la limite, ça donne l'impression qu'on rame à contre-courant de la dynamique internationale. Alors là, c'est la faute retombe sur John Kunda. À mon avis, il y a des choses qui, au lendemain de la signature du décret, le comité aurait dû être mis en place et fonctionnel. Donc, il n'y a aucune raison qui nous explique pourquoi on a dû attendre 6 mois pour que ça soit fonctionnel. Vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que ce n'est pas ça qui blanchit le coup d'État. Ce qui a blanchi le coup d'État, c'est la loi d'amnistie qui a été votée il y a déjà plusieurs mois à l'Assemblée nationale. Donc à partir de là, on a dit les gens qui ont fait le coup d'État ne seront plus poursuivis pour crime. C'est une chose. Mutinerie. Oui, bon. Mutinerie ayant conduit à la démission du président. D'accord, on peut jouer avec les mots, mais bon, c'est un coup d'État. Okay. Voilà. Mais il y a un symbole, c'est que la junte, l'ex-junte, le CNRDRE était localisé sur la base de Kati. Il a été décidé que le capitaine Sanogo descendrait de Kati. Kati était devenu un petit royaume dans Bamako. Donc c'est un symbole important. Ça veut dire qu'encore une fois, le capitaine Sanogo s'inscrit dans la chaîne de commandement et qu'il va désormais respecter l'autorité de l'État incarnée par le chef de l'État. L'autre symbole aussi très fort, c'est que la cérémonie a eu lieu à Koulouba, au palais de Koulouba. C'est le capitaine et puis la hiérarchie militaire qui est venue à Koulouba. Or, il y a 4-5 mois, ça s'est passé à Kati, quoi. Voilà. Bindi, vous voulez ajouter quelque chose? Non, il a dit quelque chose. Vous savez, moi je dis ceci, on n'a pas blanchi le coup d'État, la mutinerie. Mais après la transition, que deviendra le capitaine Sanogo? Puisque le comité de réforme doit s'arrêter. Est-ce qu'on a pensé à ça? Le comité continue, voilà, peut-être c'est le capitaine qui... Effectivement, voilà. Ça paraît difficile à croire qu'en 5-6 mois, on pourra réformer l'armée malienne. Donc il faudrait que ce travail-là se poursuive après la transition, oui. Peut-être sous une autre forme avec d'autres personnes. Adam, avant de venir sur certains chantiers de cette réforme, justement. Non, mais est-ce que le coup d'État était blanchi? Bien sûr, il a été blanchi. Oui, mais ce n'est pas la première fois. C'est de la différence. C'est quand même qu'il faut que les Maliens sachent qu'il y a des gens qui ont fait des coups d'État et qu'on a autorisé à se présenter aux élections. C'est le cas de la Mauritanie. Et ça fait jurisprudence, ça. Donc, si vous voulez, les cris de vierge effarouchée de la communauté internationale, ça ne peut pas atteindre les gens. Et il ne faut pas qu'il y ait des précédents nulle part. Okay. Mais l'autre chose, c'est, je ne sais pas, le capitaine Sanogo, parce que le défi n'est plus là. Le défi n'est plus Kati, on va voir. Le défi, c'est que la classe politique accepte les résultats des élections. Le défi au Mali, c'est la crise post-électorale, tu vois, dans une situation où le tissu social est extrêmement fragile. C'est ça qu'il va falloir gérer. Ok, on va venir à présent à l'un des chantiers qui pourrait être peut-être les priorités du capitaine Sanogo à la tête de ce comité. C'est cette affaire béret vert, béret rouge. On a entendu la décision du Premier ministre diriger le régiment des commandos parades de Djikoné en centre d'instruction et puis d'envoyer des contingents à Gao, Tombouctou. Déjà, est-ce que ça peut être l'une des priorités? Est-ce que le capitaine il pourra être à même les coups de franche pour réformer à ce niveau-là? Bon, la question des bérets rouges est très sensible dans la mesure où il y a eu cette tentative de contre-coup d'État le 30 avril 2012, justement contre le capitaine Sanogo. Je ne sais pas s'il est là. Les juristes qui ne sont pas d'accord avec le terme tentative de contre-coup d'État, puisqu'à l'époque, Kati ne représentait pas un État. D'accord. Donc si vous voulez. Tentative d'assassinat. On peut voir. Donc justement, puisque celui qui était l'objet de cette tentative d'assassinat, aujourd'hui, ça me paraît difficile qu'il puisse être celui qui va réconcilier les uns et les autres. Je pense que quelqu'un a dit la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à des militaires. Je pense que pour ces questions de restructuration de l'armée, le président l'a dit, dans le comité, il y a des civils. Il faut peut-être que ce soit eux qui prennent la main, la relève,
pour gérer cette affaire des bérets rouges. Sinon, pour le compromis qui a été trouvé par le Premier ministre, je trouve que ça va dans le bon sens. Il n'est pas normal que des corps de l'armée, fût-il le corps d'élite, refusent de se plier aux décisions qui sont prises par l'état-major. Donc je crois que dans le compromis qui a été trouvé, certains d'entre eux iront au front, à Gao et Tombouctou, il me semble, et les autres resteront dans ce que vous avez appelé le centre de formation. Oui, non, Alexis, ils n'ont pas refusé. L'autre aspect... Je crois que si. Ouais. Non, il n'avait... Bon. L'autre aspect, c'est vraiment de reconnaître au Premier ministre, disons, sa capacité à manœuvrer. C'est-à-dire, j'ai vraiment apprécié la manière de conduire. À manœuvrer. Oui, parce que vous avez vu, il aurait pu trancher, mais il a préféré écouter tout le monde et très rapidement, il a pu non seulement consulter toute la classe politique, la société civile et arriver à une solution qui a été acceptée par les deux parties. Donc, je pense que les bérets rouges sont dans une position où, d'abord, ils ne veulent pas que la guerre se fasse sans eux, et ça va complètement les discréditer. Ils étaient à Thessalite. Oui, certains. Et deuxièmement, ils sentaient comme une injustice. C'est-à-dire que l'armée, leur argument principal que je trouvais valable, c'était de dire que la punition n'est pas collective dans l'armée. Ils ont été conduits par des chefs qui ont failli, qui décident d'assumer, ça devait s'en arrêter là. Mais je pense que maintenant, pour rester positif, il faut vraiment reconnaître au Premier ministre disons, les résultats qu'il a pu obtenir. Ok, Bindi, votre regard sur tous ces questionnements qu'on se pose au sein de l'armée malienne? Moi, je crois qu'il a dit quelque chose, la guerre est une chose très sérieuse pour être confiée aux militaires. Dans toutes les négociations, on a vu les militaires faire la guerre et les civils négocier pendant qu'ils se battent. Je crois que le fait qu'il y ait eu deux armées, c'est pratiquement deux armées, l'une en face de l'autre, ça a porté un coup à l'armée malienne, même si on ne veut pas le dire. Moi, j'ai un principe, c'est que nous croyons toujours à la vertu du dialogue, surtout du consensus. Et on croit souvent que dès qu'on a parlé, ça veut dire que le problème est réglé. Moi, je continue à dire, j'ai peur de ce qui va se passer parce que bon, des gens vont jeter l'opprobre sur moi, mais j'ai peur que cela ne soit pas une bonne affaire. On aurait pu peut-être prendre des personnes autres et essayer de négocier, parce que ce n'est pas un blanchiment de la mutinerie, ce n'est pas non plus un rejet de la mutinerie, on reste au même point. Ok, Adam Thiam, sur la question. Non, la preuve que c'est le gouvernement qui gère la question et pas le capitaine Sanogo, c'est que c'est très clair que le corps des bérets rouges ne va pas être dissous, il va être restructuré. Si l'on écoute le ministre de la Défense sur la question des bérets rouges, on est obligé effectivement de se poser des questions. Est-ce que nous pouvons avoir une armée républicaine sans équité, sans justice? Parce que la question qui oppose les bérets rouges, les autres corps d'armée aux bérets rouges, c'est les primes spéciales dont bénéficient les bérets rouges en tant que corps d'élite. Je trouve que c'est bien. Et je ne pense pas que ce qu'il faille faire, c'est supprimer cette prime. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est un nivellement vers le haut. Alors je ne sais pas pourquoi le débat ne va pas dans cette direction-là plutôt que dans la direction de suppression des avantages acquis par un autre corps. Et on sortira effectivement des difficultés économiques de l'État, mais il ne peut pas y avoir d'armée républicaine sans un maximum d'investissement sur ce que nous avons comme troupes. Ok, on va profiter de cette question sur l'armée pour nous glisser un peu sur ce qui se passe sur le terrain au nord, à Kidal. Plus précisément, beaucoup de Maliens attendent que l'armée malienne véritablement, Adam parlait de Thessalite, mais que l'armée soit de manière effective, vraiment présente au niveau de Kidal. L'attente, elle se fait longue. Elle se fait longue, hein, effectivement. L'aéroport de Kidal a été repris, je crois, il y a une quinzaine de jours par les forces françaises, qui ont été ensuite appuyées par d'autres forces africaines, mais non maliennes, les Tchadiens en l'occurrence.
après que le MNLA ou le MIA ait annoncé qu'ils avaient repris la ville de Kidal. Donc je crois qu'il y a eu une discussion, un compromis pour dire, pour le moment, les Français vont faire tampon entre l'armée malienne et les groupes armés que sont le MNLA et le MIA. L'armée malienne n'était pas censée rentrer tout de suite. Bon, on me dit aussi que l'armée malienne n'était pas prête à y aller. Bref, il y a eu un compromis qui fait que notre armée n'est toujours pas présente à Kidal, ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où Kidal fait partie de la République du Mali. Ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où les MNLA avaient souhaité ne pas voir de soldats maliens alors que Kidal reste toujours au Mali. Alexis Kalambey. C'est ça le paradoxe. Même actuellement, quand le MNLA s'inscrit dans une logique de dialogue, continue à dire nous ne voulons pas l'armée malienne à Kidal. Ça ne se comprend pas. Kidal fait partie du Mali et on est surtout mal à l'aise par rapport à la France qui freine. Bon, si, à mon avis, s'il faut aller à la confrontation, qu'il faut le faire, mais qui n'empêche pas le dialogue. Mais il faut que l'armée malienne soit à Kidal. Tout à fait. Bindi. Le lundi dernier, j'ai assisté à une conférence de presse du ministre de la Défense. Je crois que vous étiez là aussi. Non, c'était pas lui. C'est pas lui. Alors, j'ai assisté à Serge Daniel non plus. C'est pas lui non plus. J'ai assisté à cette conférence de presse et j'ai rappelé au ministre que j'avais entendu le matin avant de venir à la conférence une information de RFI, je m'excuse de citer, qui disait que chaque pays s'occuperait de ses propres militaires. Alors j'ai sursauté, j'ai dit, mais dans ce cas, je ne vois pas comment les pays vont chacun donner de l'argent. J'ai dit, par exemple, s'il y a 54 États et que le président Alassane Ouattara a annoncé que ça ferait à peu près $1 milliard, soit 540 milliards CFA, j'ai dit à 54 pays membres de l'Union africaine, donc chaque pays devra débourser 10 milliards. Est-ce que ça ne veut pas dire que dès qu'il y aura défaillance, ce sera l'enlisement du problème? Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas. Et le ministre nous a répondu en allant à peu près dans mon sens, en disant que les gens vont avancer de l'argent, c'est-à-dire les États, et que quand la communauté internationale va donner les moyens, on va rembourser ça aux États. Okay. Et ça m'inquiète un peu. Tout à fait. Je ne sais pas quelle est votre façon de voir là-dessus. Ça m'inquiète et je crois que ça fait donc que les armées africaines que nous avons là en ce moment, je crains, ont souvent du mal à se déployer. Adam Thiam, par rapport à l'équation Kidal, l'équation MNLA, est-ce qu'il ne faut pas recouvrir l'intégrité du territoire malien d'abord avant de parler de quelques négociations que ce soit? Alors, donc la question de Kidal pose plusieurs questions. Est-ce que l'armée malienne était prête à y aller au moment où les Français y allaient? Je sais que dans le plan de déploiement de l'armée malienne, il était prévu d'aller à Kidal vers le 26 février. Donc ce n'est pas tard. Et ça pose l'autre question, est-ce que l'armée française voulait de l'armée malienne à Kidal? La réponse est évidemment non, elle n'en voulait pas, parce qu'elle a pu quand même aller avec l'armée malienne là où elle voulait qu'elle soit, donc Konna, Douenza, Tombouctou et Gao. Maintenant, pourquoi est-ce que ne voulait pas? Ça nous ramène à la question du MNLA. Est-ce que c'est à cause du MNLA qui a toujours sa prétention territoriale, ou alors est-ce que c'est pour éviter de compliquer le processus de libération des otages, parce que c'est un objectif pour les Français et c'est un objectif louable, noble, acceptable. Les Maliens doivent l'accepter. Mais la question, c'est, il ne faut pas, je crois, en entendant simplement quelqu'un du MNLA sur RFI, etc., prendre la mouche, parce que c'est ça, ils n'ont pas d'autre arme que de faire ça. Mais l'ambassadeur français, on l'a entendu ici, Hollande l'a entendu, il n'a pas question, effectivement, de cautionner quelque schéma que ce soit dans le sens de la partition du pays. Camara. Tout à fait, c'est juste, la question des otages est centrale pour les Français. Simplement, il y a eu des exactions de la part de certains éléments de l'armée malienne
qui vont dans le sens de renforcer les arguments du MNLA. De dire, voyez, ils s'attaquent à tous ceux qui ont la peau claire, donc il ne faudrait pas qu'on les laisse rentrer dans Kidal, sinon ça risque d'être un carnage. C'est le discours qu'ils ont dans les médias internationaux. Donc il faut vraiment que, à nouveau, les autorités maliennes prennent la mesure des choses et lancent des appels, fassent preuve de pédagogie pour expliquer et sanctionnent le cas échéant lorsqu'il y a des cas avérés, pour éviter qu'il continue d'y avoir des exactions contre des compatriotes maliens parce qu'ils ont la peau claire. Okay. C'est un point capital. Parce que sur la question des sanctions, je pense qu'il ne faut même pas... sur les exactions, il faut des sanctions. Nous avons vu quand même en pleine guerre d'Irak, les Américains sévir contre leurs troupes sur les cas d'exaction dans la prison d'Abu Ghraib. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, oui, il faut effectivement conscientiser, il faut former, parce que beaucoup de militaires n'ont pas, et même les civils n'ont pas de notions sur les droits de l'homme, mais il faut sévir, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des exécutions extrajudiciaires ou des disparitions. Je crois que ce n'est pas bon pour l'image du Mali, et encore cet après-midi. Je dis que dans le développement du Mali, il faudrait rester très prudent sur la question. C'est vrai, il y a des cas avérés et l'armée passe son temps à dire... ces cas avérés doivent être investigués. Oui, mais en même temps, c'est devenu l'argument massif du MNLA qui monte en épingle chaque justement, ne leur donnons pas cette aubaine-là. D'accord. Une dernière question sur ce point, c'est la proposition d'envoyer des casques bleus. Est-ce qu'ils ne vont pas marcher sur les plates-bandes de la MISMA, deux forces internationales, une force d'interposition et une force d'intervention? Ça fait vraiment paradoxe, Bindi. Moi, je crois que si on ne fait pas comme en Côte d'Ivoire, parce que la licorne a fonctionné à côté de l'ONUCI, des forces de l'ONUCI. Mais si on ne fait pas comme ça et que ces troupes, pourquoi ne pas transformer ces troupes en forces des Nations Unies? Tous ces pays qui ont envoyé des troupes là-bas sont membres des Nations Unies. Au lieu d'aller chercher d'autres, on peut transformer celle-là en force des Nations Unies. Je crois que et d'ailleurs, c'est beaucoup plus acceptable et économiquement pour les pays. Je crois que d'abord, effectivement, la réflexion était dans le sens de transformer les forces africaines présentes en casque bleu. Et à mon avis, ça va résoudre la question qu'il posait du financement. Parce que le temps de mobiliser les financements annoncés pour rembourser les États, si c'est sous mandat des Nations Unies, c'est directement pris en charge par les... Ok, Camara, ensuite Adam Cham. Moi, je me demande des casques bleus pour quel mandat? C'est important. Quel mandat? S'il s'agit d'un mandat d'interposition, la question suivante, c'est s'interposer entre qui et qui? Le Mali n'est pas en train de se battre contre d'autres Maliens parce qu'ils ont des divergences idéologiques. On se bat contre des terroristes djihadistes. Et il n'y a pas d'interposition. On doit laisser les troupes maliennes et leurs alliés aller à la reconquête du territoire et nettoyer le territoire de ces gens-là. Ensuite, s'il y a un problème technique de financement, effectivement, la communauté internationale peut habiller la MISMA sous un casque bleu, mais il est hors de question que ce soit une force d'interposition. Adam. C'est-à-dire, à mon avis, la couleur du casque est pas importante. Ce qui est important, c'est le mandat de ceux qui portent les casques. Et je crois qu'effectivement, on s'achemine vers la transformation de tout cela en une mission onusienne. La différence, c'est est-ce que nous allons avoir au Mali une espèce de MONUC ou MONUCI où les militaires de l'ONU venant avec tels que les Bangladeshis avec des recommandations express, ne vous faites pas tuer, prenez vos perdièmes et rentrez. C'est-à-dire, c'est ça qui n'est pas possible de faire parce que le Mali est en guerre. Il est en guerre de libération. Ce n'est pas une rébellion entre deux ailes politiques. C'est une agression caractérisée contre l'intégrité du Mali et c'est ça qui est en train d'être conquise. Je pense que ça ne peut pas être un mandat d'interposition. Ok, avant-dernier point de cette émission. 2 ans après la révolution ayant entraîné la chute de Muammar el-Kadhafi, le pays peine à renouer avec la normalité face à l'absence de l'État et de l'armée. Ce sont les milices qui font la loi. Ici, l'exemple d'Ash Dabia. Adel, 31 ans, part faire le tour des checkpoints voisins. Son frère est mort au front, à Ash Dabia, au début de la guerre.
Pendant 9 mois, il s'est battu contre les forces du régime. Presque 1 an et demi après la fin des combats, il a du mal à rendre les armes. Il n'a pas confiance. Avant, je n'étais pas armé. Quand nos ennemis nous ont attaqués, on les a tués et on a pris leurs armes. Et après 9 mois, tu me demandes de rendre des armes. Non, non, non. Quand je verrai l'État sur pied et les vrais objectifs de la révolution réalisés, je rendrai mes armes sans problème. Pour Adel et ses hommes du comité de quartier voisin, l'armée nationale et les forces de sécurité officielles sont encore trop faibles. Ils préfèrent donc les appuyer. Alexis, la Libye a beaucoup d'efforts à faire. On sait que la Tunisie et l'Égypte ont des pouvoirs plus ou moins légitimes, des pouvoirs démocratiquement élus, mais c'est jusque-là pas encore le cas à 100% en Libye. Oui, c'est même pas le cas parce que si vous voyez, le pays s'achemine plus vers une partition par le manque d'État, par le manque d'une autorité centrale forte. Et le danger, effectivement, c'est d'abord la prolifération des milices qui peinent à accepter, disons, d'entrer dans une armée régulière. Et l'autre fait, des localités qui prennent le poids sur la nation. Donc, il y a plus de risques de partition que d'une unité nationale actuellement. Bindi, sur les 2 ans de la révolution libyenne? Vous savez, quand on fait une révolution, on n'est pas sûr. On disait en français, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. La Libye est dans cette situation aujourd'hui. Il ne pouvait pas en être autrement. Parce que même si vous avez dit beaucoup de bien tout à l'heure, de la Tunisie et de l'Égypte, est-ce qu'ils sont différents? Qu'ils aient eu des régimes légaux, légalisés ou légaux, mais ils sont à peu près dans les mêmes conditions. Alors aujourd'hui, les Libyens, ce qui se passe là-bas, je pense pas que ça soit... Vous avez entendu le gars, il dit il va rendre les armes quand les forces régulières seront suffisamment fortes. C'est-à-dire c'est lui qui décidera quand elles sont fortes. Okay. D'accord. Camara, sur la question. Je pense que la Libye n'est pas un cas isolé. On peut conclure que globalement, les révolutions arabes de 2010, pour le moment, n'ont pas donné de bons résultats. C'est le cas de l'Égypte qu'on a souvent évoqué sur ce plateau, de la Tunisie où on voit en ce moment de nouveaux foyers de tension, et de la Libye enfin. Pourquoi? Parce que sans doute ces révolutions-là n'ont pas été pensées. Elles ont été au départ spontanées, ont été accompagnées par l'opposition politique, souvent très désorganisée, également par la communauté internationale, sans qu'on ait bâti au préalable, avant que le dictateur en place ne s'en aille, une alternative de construction d'un État crédible et capable d'assurer la sécurité de tous et de conserver justement le territoire, la nation dans les frontières. Des révolutions inachevées, Adam Thiam. Oui, et la Libye, mais il faut dire que la Libye, quand même, il y a 2 ans, on craignait le pire, on craignait une somalisation possible de la Libye sur les lignes de fracture qui existent déjà. Donc pratiquement 3 régions qui sont autant d'États. Mais ce danger, pour l'instant, est conjuré. Pour le reste, je suis absolument d'accord avec Camara. La Libye est la vitrine des révolutions arabes qui ont d'énormes difficultés. Ok. Le réalisateur me fait signe qu'on a 4 minutes pour boucler l'émission. Quand même, c'est l'un des gros titres de l'actualité cette semaine, la démission annoncée du pape Benoît XVI à partir du 28 février, une rénonciation historique et retour ici sur un pontificat diversement apprécié. Parce que le 19 avril 2005, quand Joseph Ratzinger devient pape, c'est un défi. L'Église catholique ne s'est pas encore remise de la disparition de Jean-Paul II. Et lui, on le surnomme le Panzer cardinal, dogmatique, intransigeant. Le prélat au passé de jeunesse hitlérienne, même s'il sera blanchi car enrôlé de force à 14 ans. D'ailleurs, pour prouver sa bonne foi, il réalisera une première, le pape allemand à Auschwitz. Je suis un pape qui vient d'Allemagne. Mais les crises vont s'enchaîner d'abord avec son souhait de béatifier Pie XII, alors que le silence de ce pape sur le sort des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale est mis en cause. Et puis il y aura la comparaison entre l'islam et la violence, qui va enflammer le monde musulman. À nouveau, il rattrapera le malentendu à la mosquée bleue d'Istanbul en priant aux côtés d'un imam. Crise encore avec sa volonté de dialogue avec les traditionalistes
et l'ouvertement négationniste Richard Williamson. Sans parler de ses propos sur le préservatif et le sida lors de son premier voyage en Afrique. La distribution de préservatifs augmente le problème. Jusqu'au dernier cataclysme, la révélation des luttes de pouvoir entre les princes de l'Église, les cardinaux, c'est l'affaire Vatilix, le procès du majordome du pape qui a volé des documents secrets. Voilà, Alexis, je sais peut-être que sur le plateau, tu es le seul à pouvoir s'être allé à l'église ce matin. Serge n'est pas là pour contredire. Il n'y va pas souvent. Voilà. Il n'y va pas souvent. Okay. Pratiquant baptisé confirmé. N'est-ce pas? Moi sur aussi, la démission annoncée du pape. La rénonciation. La rénonciation. Non, bon, c'est vrai, comme on l'a dit, il y a eu très peu de cas. Il n'y a pas eu un cas, mais il y a eu très peu de cas dans l'Église. Mais ce qu'il faut, enfin, il a ses raisons. Hein, il a ses raisons parce que le pape n'a pas qu'un rôle, disons, liturgique. Il est certes le guide de plus d'1 milliard de chrétiens, mais il a un rôle d'administrateur quand même, c'est le chef de l'État du Vatican, donc il est aussi bien administratif que... Voilà, il a deux casquettes. On a 2 minutes en plus pour boucler, 30 secondes. Je trouve que c'est une décision estimable, d'autant plus que c'est rare que des chefs d'État qui sont nommés à vie, en tout cas élus à vie, s'arrêtent en cours de route. Cela dit, je me dis quand même que c'est pas un mandat banal, pape. C'est pas un simple conseiller municipal ou député. Il y a une dimension spirituelle, comme l'a dit Alexis, qui fait que pour ce genre de poste, à mon avis, on doit aller jusqu'au bout de ses forces. On a l'exemple de son prédécesseur, le pape Jean-Paul II, qui est reconnu comme l'un des plus grands papes de l'histoire du Vatican. Il a été jusqu'au bout et il est estimé pour ça. D'accord, Adam Thiam. Et c'est-à-dire, il faut dire que malgré, à mon avis, certains de ces dérapages, le pape, Ratzinger a quand même fait des actes qui sont de véritables symboles. Je crois que c'est le premier pape qui prie jamais avec un imam dans une mosquée. Il a porté quand même assez loin le dialogue des civilisations. Sa malchance, c'est de succéder à quelqu'un d'aussi charismatique que Jean-Paul II. Ok, Bindi, qui est allé à la messe ce matin, comme Alexis. Dans le reportage, le reporter a dit c'est un défi. Un défi lequel il n'est pas allé trop loin. Mais ce qu'il faut remarquer, moi je crois que le pape a posé un acte. Il aurait bien voulu, Camara, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il fasse don de sa vie. Mais je crois qu'il a trouvé que c'était trop lourd pour lui. Et qu'il ne voulait peut-être pas mourir dans des conditions. Il se fera peut-être pardonner pour ce qu'on lui reproche. Okay. Dans les micro-trottoirs qu'on a réalisé ça, il a beaucoup proposé peut-être un pape africain. C'est pas encore à l'ordre du jour, hein, très rapidement. Non, en fait, il faut même pas y penser. Non, c'est dit que le pape le pape est guidé, le choix du pape est guidé pour un croyant par le Saint-Esprit. Et vous savez, au moment du vote, d'abord les conditions. On est sûr qu'il n'y a pas de candidature, on est sûr qu'il n'y a pas de campagne, on est sûr que le pape n'est pas une femme, et on est sûr que en dehors de ça, n'importe quel prêtre, on est sûr que, on n'est pas obligé d'être dans la salle, d'être parmi les votants pour être élu. Donc, ça peut être n'importe qui, pourvu que ceux qui votent. La formule, c'est de dire je vote en mon âme et conscience et en sachant que je vais être jugé pour l'acte que je pose et je pense que tel, à mon avis, disons, devant Dieu est celui qui est bon. Donc, et tu n'as pas répondu à la question. Non, à mon avis, c'est pas déterminant. C'est pas déterminant. Moi, je vais ajouter ceci. Il y a 120 électeurs parmi les cardinaux. Il y a 120 qui élisent, qui ont moins de 80 ans, qui sont électeurs, qui ont le droit de choisir parmi eux et en dehors d'eux. Et le pape africain, c'est pas à l'ordre du jour. Mais non, c'est dit qu'il n'y a pas de campagne. Donc personne ne bat campagne, personne ne sait. 10 secondes, le réalisateur me fait signe. Non, personne ne sait parce que quand vous dites le siècle dernier, on a vu 2 Africains secrétaires généraux de l'ONU, Boutros Ghali et Kofi Annan. Non, je veux dire Kofi Annan. Il ne peut pas être... il n'est pas exclu
qu'on commence ce siècle avec un pape africain. Il y avait le Béninois qui est décédé, qui était parmi les 3 personnalités du Vatican. Ok, ainsi prend fin ce numéro du débat du dimanche. Voilà une émission qui s'est terminée religieusement. Merci de l'avoir suivi. Sur ce plateau, Adam Cham du journal Le Républicain, Mahamadou Kamara du journal du Mali.com, Anani Bindi Rabir de Canal 2 International Cameroun et Alexis Calambri du journal Les Échos. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.